Quand on a 65 ans et qu'on a passé 30 ans de sa vie penché sur les documents des autres, on commence à voir le monde différemment. Les petits caractères et leurs pièges. Moi, Mireille Paradis, je sais que derrière chaque ligne d'un contrat, il peut y avoir une embûche. Derrière chaque signature, une tromperie. Derrière chaque promesse, l'intention de la rompre. Clerval est une petite ville nichée entre les collines de Bourgogne et la rivière de la Clairière. Ici, tout le monde se connaît, ou croit se connaître. Je me suis installée ici avec Thomas juste après notre mariage. J'avais 24 ans, il en avait 27. Nous avons construit notre maison rue des Mimosas avec l'argent que Thomas avait hérité de sa grand-mère. Elle est petite mais confortable, avec un porche orienté à l'est et un jardin où je cultive des roses, ma seule passion en dehors de la lecture. À l'époque, durant notre première année ici, j'ai pris un poste de secrétaire au cabinet d'avocats Hubert et Associés. Le vieux Paul Hubert, déjà grisonnant, m'avait embauché après que j'ai trié ses archives chaotiques en pile logique en 15 minutes. « Vous avez l'œil pour l'ordre », avait-il dit. J'ai ensuite travaillé avec lui pendant 25 ans, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et passe le relais à son fils, Cédric. Mon bureau au cabinet était petit, coincé entre ceux de 2 avocats, mais tous les documents passaient par moi. Testament et actes de donation, contrat de vente et baux de location, contrat de mariage et divorce, tout ce qui touchait à la propriété, à l'immobilier, à la terre. Les papiers ont leur propre vie, et j'en ai été le témoin. J'ai vu des fortunes entières changer de main, des maisons changer de propriétaires, des gens essayer de s'escroquer les uns les autres, et la loi le permettait parfois. Paul avait l'habitude de dire « Mireille, si vous aviez fait des études de droit, c'est vous qui dirigeriez ce cabinet aujourd'hui. » Peut-être avait-il raison, mais Thomas et moi avons eu un fils très tôt, et j'ai dû oublier les études supérieures. Pourtant, en 30 ans de travail, j'ai appris plus de subtilités juridiques que n'importe quel jeune diplômé en droit. La seule différence, c'est que je n'avais pas le pouvoir de signer. Thomas travaillait à la SNCF, il réparait les wagons. Ses mains étaient toujours couvertes d'ampoules, de cales et d'huile de moteur qui s'étaient si profondément incrustées que même après une douche, ses doigts restaient tachés de noir. Il était soupe au lait, mais fiable. Quand il est mort d'une crise cardiaque il y a 6 ans, tout notre monde tranquille a été ébranlé. Je suis rentrée ce jour-là et je l'ai trouvé dans le jardin, au milieu des roses. Il était allongé sur le sol, l'air presque paisible, si ce n'était la torsion anormale de son bras. Le médecin a dit que ça avait été instantané. Mais pour moi, le temps s'est arrêté. Après les funérailles, notre fils Adrien est resté à la maison, pour la première fois depuis longtemps. Il était assis dans la cuisine, faisant tourner une tasse de café froid entre ses mains pendant que j'essuyais les plans de travail déjà propres. « Maman, il faut qu'on parle de la maison », a-t-il dit. Adrien ressemble à son père, trapu et costaud, mais il a mes yeux, gris clair, presque transparents. Il est contrôleur technique en bâtiment, il fait le tour des nouvelles constructions et des rénovations pour s'assurer que tout est conforme aux normes. C'est un bon travail, stable. De quoi y a-t-il à parler ? La maison est à nos 2 noms, celui de ton père et le mien, ai-je répondu. C'est justement pour ça. Les impôts, la succession, toutes ces questions juridiques. À l'époque, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à son insistance. J'étais trop abasourdi par mon chagrin. Mais Adrien a persisté. Il venait tous les jours, apportant des papiers, parlant de nouvelles taxes foncières, de problèmes de succession. Je travaillais dans un cabinet d'avocats, je savais qu'il ne devrait y avoir aucun problème. Mais quand votre fils unique vous regarde avec ses yeux clairs et dit qu'il s'inquiète pour votre avenir, il est difficile de résister. 2 mois après la mort de Thomas, j'ai accepté de faire une donation de la maison à Adrien. Mais je n'étais pas complètement idiote. J'ai insisté pour que Paul Hubert, bien que retraité, rédige un accord séparé m'accordant un droit d'usage et d'habitation viager. Il était parfaitement rédigé, tenant compte de toutes les failles possibles que j'avais vues au fil des ans. Ce n'est pas nécessaire, maman. Adrien a froncé les sourcils quand je lui ai montré les papiers. Tu ne me fais pas confiance. Bien sûr que si, ai-je répondu. Mais l'ordre, c'est l'ordre. Il a signé. Nous avons tout officialisé correctement chez un notaire, avec enregistrement. Je me sentais mieux. La maison était toujours la mienne, mais légalement, elle appartenait à mon fils, ce qui m'épargnait quelques soucis fiscaux. J'ai continué à travailler chez Hubert et Associés, maintenant sous la direction de Cédric, le fils du vieux Paul. Il ne ressemblait en rien à son père, trop agité, toujours en train de regarder son téléphone. Mais il connaissait bien le métier et ne perdait pas ses clients.
Environ 1 an après la mort de Thomas, Adrien m'a présenté Valérie. Elle travaillait comme agent immobilier pour Nouveaux Horizons, vendant des maisons et des appartements dans tout le département. Elle était grande, avec des cheveux bruns toujours parfaitement coiffés et une manucure si pointue qu'on aurait dit qu'elle pouvait ouvrir une enveloppe. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Paradis », avait-elle dit en tendant la main pour une poignée. Sa paume était aussi froide et sèche qu'une page de contrat. Dès le début, il y a eu quelque chose chez Valérie qui m'a crispée. Peut-être le regard trop insistant qu'elle m'avait lancé lors de sa première visite à la maison, ou la façon dont elle posait des questions sur les détails de mon travail, en particulier sur les clients du cabinet. Mais Adrien la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde, et j'ai ravalé mes paroles. Leur mariage a été modeste, une petite réception dans un restaurant local, le Chêne Vert. Valérie avait insisté pour que tout soit de bon goût, mais sans fioritures. Même sa robe de mariée n'était pas blanche, mais ivoire, parce que le blanc, c'est vulgaire. J'étais assise à la table d'honneur, entre un ami d'école d'Adrien et une parente éloignée de Valérie, et je me sentais comme une étrangère à la fête de mon propre fils. Après le mariage, ils ont pris un appartement dans un nouvel immeuble à la périphérie de Clerval. Adrien venait me voir une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Valérie l'accompagnait de moins en moins souvent, prétextant être très occupée. « Les affaires marchent bien », expliquait Adrien. « C'est une agente immobilière très prometteuse, elle a un grand avenir. » Je hochais la tête et remplissais sa tasse de thé. Je me sentais un peu seule dans notre grande maison, mais j'y étais habituée. J'avais mon jardin, mes livres et mon travail. C'était suffisant. Tout a changé au printemps dernier. Adrien et Valérie sont arrivés ensemble, inhabituellement vifs. « Maman, on a une nouvelle », a dit mon fils, le visage rayonnant. « On a décidé d'emménager avec toi. » Je me souviens m'être figée, la bouilloire à la main. « Avec moi ? Mais pourquoi ? » Valérie est enceinte, a lâché Adrien. On a besoin de plus d'espace, et ce serait génial si tu pouvais nous aider avec le bébé quand il naîtra. J'ai tourné mon regard vers Valérie. Elle a posé sa main sur son ventre dans un geste qui m'a semblé répéter. « Félicitations », ai-je dit. « Bien sûr, c'est une grande maison. Il y a assez de place pour tout le monde. » On pensait à quelques rénovations, a ajouté Valérie. Rien de majeur, juste rafraîchir la décoration, une chambre pour le bébé. J'ai hoché la tête. Après tout, la maison appartenait techniquement à Adrien, et l'idée d'un petit-fils ou d'une petite-fille me réchauffait le cœur. Ils ont emménagé une semaine plus tard. Pendant 2 jours, j'ai écouté les déménageurs s'affairer dans la maison, transportant leurs meubles et leurs cartons. Valérie dirigeait les opérations, un presse-papier à la main. « Tout ça peut partir », a-t-elle dit en désignant la vieille commode du salon que Thomas et moi avions achetée à nos débuts. « Mais, ai-je commencé ? Explique à ta mère qu'on a besoin de place pour nos meubles, l'a-t-elle coupé. Mon fils a haussé les épaules, l'air coupable. Maman, elle est vraiment vieille et elle ne correspond pas au concept que Valérie a en tête. J'ai cédé. Après tout, ce n'était qu'un détail. L'important était que la famille soit réunie. Mais nous ne sommes pas devenus une famille. Valérie a tout de suite marqué son territoire. La cuisine était son domaine. Le salon aussi. Il me restait ma chambre et la véranda où je sortais lire quand le temps le permettait. 1 mois a passé, un 2e, un 3e. Le ventre de Valérie restait plat comme une planche. Quand j'ai prudemment posé des questions sur la grossesse, elle a balayé le sujet. C'est juste un petit problème. Le médecin a dit de me reposer. On réessaiera dans quelques mois. Je n'ai pas insisté. Peut-être avait-elle fait une fausse couche et le sujet était trop douloureux. Mais quelque chose me disait qu'il n'y avait jamais eu de grossesse. Adrien passait de plus en plus de temps au travail et, quand il rentrait, il était silencieux et irritable. Valérie restait tard aussi, expliquant qu'elle faisait visiter des maisons à des clients très prometteurs. Parfois, le soir, des inconnus, principalement des hommes en costume cher, venaient. Ils s'enfermaient dans le salon, d'où provenaient des voix étouffées. Un jour, en passant, j'ai entendu un fragment de conversation. Il n'y aura aucun problème avec le contrôle technique. Adrien arrangera tout. J'ai ralenti le pas, mais Valérie a senti ma présence. La porte du salon s'est ouverte et elle est apparue dans le couloir. « Vous avez besoin de quelque chose, Mireille ?» a-t-elle demandé avec un étrange sourire. « Je me rendais juste dans ma chambre », ai-je répondu. « Alors, nous ne vous retenons pas.
L'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus tendue chaque jour. Les affaires de Thomas et mes souvenirs disparaissaient, remplacés par des accessoires de mode sans âme. Mon jardin était le seul endroit où je me sentais vraiment chez moi. Un jour, en rentrant du travail, j'ai découvert que les rosiers avaient été replantés et taillés. Le paysagiste a dit que ce serait plus joli comme ça, a expliqué Valérie quand je l'ai interrogée. Je n'ai rien dit. Je suis restée là, à regarder mes roses défigurées que Thomas m'avait aidé à planter. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Allongée dans mon lit, le seul endroit de la maison qui était vraiment à moi, je réfléchissais à ce qui se passait. Quelque chose n'allait pas, je le sentais au plus profond de mon âme. Le lendemain, au bureau, j'en ai parlé à Corinne, notre comptable, avec qui j'étais amie depuis l'époque où nous travaillions avec le vieux Paul. Je ne l'aime pas, ta belle-fille, a secoué la tête Corinne. Et toutes ces histoires de contrôle technique. Peut-être que ton Adrien est mêlé à quelque chose de louche. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais je vais le découvrir. J'ai commencé à observer plus attentivement ce qui se passait dans ma maison. J'ai commencé à remarquer des bizarreries. Les nouveaux appareils électroménagers coûteux qu'Adrien et Valérie pouvaient à peine se permettre avec leur salaire, les fréquentes conversations téléphoniques que Valérie avait dans le jardin, les dossiers qu'il cachait quand j'entrais dans la pièce. Un jour où il n'y avait personne, j'ai fouillé le tiroir de la table du salon qu'Adrien utilisait désormais. Parmi les papiers, j'ai trouvé le brouillon d'un rapport de contrôle technique pour un projet de construction, avec des notes en marge. Supprimer la mention des problèmes de fondation. Ne pas indiquer les écarts par rapport au plan. Je me suis senti mal à l'aise. Mon fils, mon Adrien, semblait fermer les yeux sur des violations de construction. Et sachant que sa femme vendait des biens immobiliers, il n'était pas difficile de deviner qu'il travaillait de concert. Ce qui m'a encore plus alarmé, c'est que parmi les papiers, j'ai vu une copie de l'hypothèque sur notre maison. Adrien l'avait hypothéquée auprès de la banque pour un montant qui m'a coupé le souffle, et ma signature n'y figurait pas. J'ai réalisé qu'il était temps d'agir. Le lendemain, j'ai contacté Cédric Hubert, et invoquant des raisons personnelles, j'ai pris ma journée. Puis, je suis allée chez le vieux Paul qui, bien que retraité, restait au courant des affaires juridiques de la ville. La visite à Paul Hubert s'est avérée utile. Malgré son âge, le vieil homme avait conservé sa clarté d'esprit et son œil juridique aiguisé. Il a écouté attentivement mon histoire, a étudié les copies des documents que j'avais réussi à faire, et a froncé les sourcils. Ça sent mauvais, Mireille, a-t-il dit en tapotant ses doigts sur la table. Le fait qu'Adrien ait hypothéqué la maison sans votre consentement est une violation de la loi. Et si on y ajoute les éventuelles escroqueries au contrôle technique? Je ne veux pas poursuivre mon propre fils, ai-je secoué la tête. Bien sûr, Paul s'est frotté le menton pensivement. Mais vous devez être prudente et rassembler des preuves, au cas où. Je suis rentrée le cœur lourd. Mon amour pour mon fils luttait contre des sentiments de trahison et une anxiété croissante. J'ai essayé d'agir normalement, mais quelque chose dans mon comportement a dû changer. Valérie a commencé à me surveiller de plus près. Un soir, alors que je triais de vieux albums photos dans ma chambre, elle a frappé et est entrée sans y être invitée. Mireille, a-t-elle commencé sur ce ton particulier qu'on emploie quand on s'apprête à dire quelque chose de désagréable. Adrien et moi pensions que cette pièce pourrait faire un bon bureau. Il travaille de plus en plus à la maison. J'ai lentement fermé l'album. Et où vais-je dormir? Oh, on a déjà tout prévu. Elle a agité les mains comme un magicien s'apprêtant à faire un tour. La petite pièce à côté de la cuisine sera parfaite. Il faudra la rénover un peu, bien sûr. La petite pièce dont elle parlait était le débarras sans fenêtre où Thomas et moi rangions nos outils de jardinage et nos conserves. Ce n'est pas une chambre, Valérie. C'est un placard. Ne soyez pas si dramatique, a-t-elle grimacé. Avec vos affaires dedans, ce sera confortable. Je ne déménagerai pas dans le placard, ai-je dit fermement. J'ai un droit d'habitation à vie dans cette maison. Oui, bien sûr, a-t-elle dit. Mais il n'est pas précisé dans quelle pièce vous devez vivre, n'est-ce pas? Elle avait raison. Et cela m'a rendu encore plus en colère. Le document ne le précisait pas, je m'étais fiée au bon sens et aux liens familiaux. Pensez Y, a dit Valérie en sortant. Et aussi, s'il vous plaît, ne touchez pas à mes papiers sur la table du salon. J'ai remarqué qu'ils avaient été déplacés. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai serré les poings. Elle avait donc remarqué mes recherches. Je devrais être plus prudente. Ce soir-là, Adrien est rentré.
Je l'ai entendu chuchoter avec Valérie dans la cuisine, puis il a frappé à ma porte. Maman, je peux entrer. Il avait l'air fatigué et perdu. J'ai cru un instant qu'il redevenait mon petit garçon, venant me voir avec ses problèmes, mais c'était une illusion. Valérie a dit que vous aviez parlé des chambres, a-t-il commencé. Elle veut me mettre dans le placard, Adrien. Tu trouves ça normal? Il a soupiré. Maman, ce n'est pas un placard. On y fera une belle rénovation. On mettra un lit, une table. Il n'y a pas de fenêtre. On peut percer une fenêtre qui donne sur le jardin. Il a haussé les épaules. Écoute, j'ai besoin d'un bureau. Je fais de plus en plus de paperasse, et je ne peux le faire qu'à la maison le soir. Quel genre de paperasse, Adrien? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Celle où tu falsifies les résultats des contrôles techniques. Il a pâli. De quoi tu parles? J'ai vu les brouillons des rapports avec tes notes dessus. Et j'ai vu l'hypothèque sur la maison, celle sans ma signature. Adrien a dégluti et a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'il avait depuis l'enfance quand il était nerveux. Maman, c'est difficile à expliquer. Il n'y a rien d'illégal. C'est juste du business. Falsifier des documents, ce n'est pas du business. C'est un crime. Tu ne comprends pas, a-t-il haussé la voix. Tout le monde le fait. C'est juste, de l'optimisation. Si tu suis toutes ces stupides réglementations, personne ne construira ni ne vendra plus rien. Et si la maison s'effondre à cause des problèmes de fondation que tu as couverts? Il a détourné le regard. Ça n'arrivera pas. Je sais ce que je fais. Et l'hypothèque? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais hypothéqué la maison? Parce que tu n'aurais pas dit oui, a-t-il soupiré. Maman, c'était une excellente opportunité. Un investissement qui sera rentabilisé au centuple. Valérie et moi, on va lancer notre propre agence immobilière. Tu sais, plus de patrons, plus de restrictions. Et tu es prêt à risquer la maison où tu as grandi pour ça? Aucun risque, a-t-il agité les mains. Dans 6 mois, on aura tout remboursé et tu ne t'en rendras même pas compte. J'ai regardé mon fils et j'ai soudain réalisé que je ne le connaissais plus du tout. Quand ce garçon honnête et droit s'était-il transformé en un homme prêt à commettre des faux et des tromperies? Adrien, c'est une voie sans issue. S'il te plaît, arrête avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Il a souri. Pour passer ma vie à trimer pour des clopinettes comme papa ou à éplucher les papiers des autres comme toi? Non merci. Valérie et moi, on va tout avoir. Tu sais, tout. Il s'est retourné et est sorti en claquant la porte. Je suis restée assise sur le lit, regardant l'album photo où le petit Adrien souriait, assis sur les épaules de Thomas. Le lendemain, Valérie a commencé les rénovations. Les ouvriers sont arrivés tôt le matin, alors que je dormais encore, et le bruit de la perceuse a été la première chose que j'ai entendue au réveil. Ils ont abattu le mur entre ma chambre et la pièce voisine, transformant l'espace en un bureau spacieux. Mes affaires ont été entassées dans le salon, beaucoup d'entre elles endommagées. Pertes inévitables, a haussé les épaules Valérie quand je lui ai montré la figurine en porcelaine cassée que Thomas m'avait offerte pour notre 20e anniversaire de mariage. J'ai déménagé dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée. Petite, mais au moins avec une fenêtre. C'était une solution temporaire, mais je pouvais voir dans les yeux de Valérie que la prochaine étape serait le placard. La tension dans la maison grandissait chaque jour. Adrien ne me parlait presque plus, évitait mon regard. Valérie, au contraire, venait plus souvent, comme une gardienne surveillant une prisonnière. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé que la serrure de la porte d'entrée avait été changée. Oh, désolé. J'ai oublié de vous donner une nouvelle clé, a dit Valérie quand j'ai sonné et attendu longtemps qu'elle ouvre. L'ancienne serrure était toute lâche. Elle ne m'a pas donné de clé, prétextant avoir oublié où elle avait mis le double. Je devais sonner ou frapper à chaque fois que je rentrais, et parfois j'attendais 15 ou 20 minutes avant que quelqu'un n'ouvre. Au cabinet Hubert et Associés, j'essayais de travailler comme d'habitude, mais mes pensées revenaient sans cesse à ce qui se passait à la maison. Cédric Hubert, remarquant ma distraction, m'a convoqué dans son bureau un jour. « Mireille, quelque chose ne va pas », a-t-il demandé. « Vous n'êtes pas vous-même ces derniers temps. » J'ai hésité. Cédric n'était pas aussi attentif aux employés que son père, mais il restait un homme correct. Des problèmes familiaux, ai-je répondu évasivement. Quelque chose avec Adrien, a-t-il froncé les sourcils.
Vous savez, j'ai entendu des rumeurs étranges. Quel genre de rumeurs? Je me suis inquiété. Cédric est resté silencieux, tambourinant avec ses doigts sur la table, tout comme son père. On dit que certains des nouveaux immeubles en ville obtiennent leur contrôle technique un peu trop facilement, et que la femme de votre fils vend les appartements de ces immeubles à des prix gonflés. J'ai avalé une boule dans ma gorge. C'est vrai. Je ne sais pas, a-t-il haussé les épaules. Mais si c'est le cas, Adrien joue avec le feu. Le lobby de la construction est puissant en ville, mais si quelque chose arrive, un effondrement, un accident grave, c'est lui qui sera tenu pour responsable. J'ai hoché la tête. C'est ce que le vieux Paul a dit. Merci de votre sollicitude, Cédric. Je vais lui parler. Mais parler à Adrien devenait de plus en plus difficile. Il rentrait tard, souvent ivre, et s'enfermait dans son nouveau bureau. Parfois, ils avaient des visiteurs, des hommes en costume cher et avec des montres chères. Il s'enfermait dans le salon, d'où provenaient des voix étouffées. Une fois, j'ai entendu un bout de conversation. Encore 2 projets comme ça, et on est en or. Adrien, ta signature sur les rapports, c'est notre mine d'or. Valérie m'a vu dans le couloir et a rapidement fermé la porte, interrompant la conversation. L'intérieur de la maison changeait à une vitesse kaléidoscopique. Valérie jetait les vieux meubles et en achetait de nouveaux. Chers, à la mode, mais impersonnels. Fini les étagères que Thomas avait fabriquées lui-même, les tableaux que nous avions achetés en voyage, même les rideaux que j'avais cousus de mes propres mains. C'est de la vieille camelote, disait Valérie. La maison doit avoir l'air moderne. Mes protestations étaient ignorées. Si j'essayais de parler à Adrien, il disait « Maman, ce ne sont que des objets. N'en fais pas une tragédie. » Mais ce n'était pas que des objets. C'était ma vie, mes souvenirs, qui étaient méthodiquement détruits. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé mes vêtements déplacés dans un minuscule placard près de la cuisine et le nouvel appareil de musculation de Valérie dans la chambre d'amis où je dormais. On a besoin d'un endroit pour une salle de sport à la maison, a-t-elle expliqué. Ne vous inquiétez pas, on vous a déjà préparé une nouvelle place. La nouvelle place était le placard sans fenêtre dans lequel j'avais refusé de déménager. Il y avait un lit étroit, une minuscule table et une lampe. C'est ridicule, ai-je dit, debout sur le seuil de ce réduit. Je ne vais pas vivre ici. Si, vous le ferez, a dit Valérie. Parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où vivre. Toutes les autres pièces sont occupées. J'ai un accord. Un contrat, s'est-elle moquée. Je me fiche de votre contrat. La maison appartient à Adrien, ce qui veut dire qu'elle m'appartient. Vous êtes tolérée ici, Mireille. Et plus tôt vous le réaliserez, mieux ce sera pour tout le monde. Je l'ai regardé, déconcerté. Pourquoi tant de colère? Que lui avais-je fait? Pourquoi faites-vous ça, Valérie? Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Parce que vous êtes en trop. Vous nous gênez avec vos habitudes, vos vieilleries, vos leçons de morale. Adrien a besoin de se libérer de vous, de votre contrôle. Je ne l'ai jamais contrôlé. Mais vous l'avez jugé. Je vois la façon dont vous nous regardez, comme si nous faisions quelque chose de mal. Elle a souri. Et nous, on vit juste dans le monde réel, Mireille. On prend ce qu'on veut. Et vous savez quoi? Adrien et moi, on va aller loin. On aura tout. L'argent, le statut, le pouvoir. Et vous, vous ne serez qu'une vieille réactionnaire qui a peur de son ombre. Je ne savais pas quoi dire. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon fils pensait-il vraiment cela de moi? Cette nuit-là, je suis restée dans la chambre d'amis, en verrouillant simplement la porte avec le loquet. Valérie a frappé et a exigé que je quitte la pièce, mais je n'ai pas ouvert. Adrien n'était pas à la maison. Il était parti à une réunion. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé en revue mes options, me demandant quoi faire. Le matin, en me préparant pour le travail, j'ai décidé d'agir. Au bureau, je suis allée directement voir Corinne. Elle n'était pas seulement la comptable du cabinet, mais ma meilleure amie depuis 20 ans. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit en fermant la porte de son bureau. Corinne a écouté attentivement mon histoire sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a enlevé ses lunettes et les a essuyées avec un mouchoir, un geste qu'elle faisait quand elle était vraiment inquiète. C'est grave, Mireille. Si ce que tu dis est vrai, ton fils et sa femme pourraient finir derrière les barreaux. Je sais, j'ai serré les poings. Mais ils ne me laissent pas le choix. Ils me chassent de ma propre maison. Corinne,
Qu'est-ce que tu veux faire? D'abord, je veux en savoir plus. Je dois comprendre l'étendue de leurs machinations. Si on trouve des preuves. Corinne a haussé un sourcil. Tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Elle a soupiré et a remis ses lunettes. D'accord, par où on commence? Nous sommes restés tard au bureau ce jour-là. Corinne avait accès aux bases de données immobilières de la ville. Une partie de notre cabinet s'occupait des transactions immobilières. Nous avons examiné tous les nouveaux immeubles qui avaient été contrôlés au cours de la dernière année et les avons comparés aux chiffres de vente. Le tableau était peu reluisant. Plusieurs des propriétés contrôlées par Adrien avaient été vendues bien au-dessus de la valeur du marché. Et dans tous les cas, Valérie était l'agent de vente. Regarde, Corinne a pointé l'écran. Cette maison sur Riverside, le prix au mètre carré est 30% plus élevé que les bâtiments voisins. Et note bien, elle a été construite en seulement 8 mois. Des projets comme ça prennent généralement au moins 1 an. Ils étaient pressés, j'ai hoché la tête. Et Adrien a fermé les yeux sur les irrégularités. Et voici une autre chose intéressante. Corinne a ouvert un autre dossier. L'hypothèque sur ta maison. Adrien a obtenu un prêt de 400 000 € en garantie. C'est bien plus que sa valeur réelle. Comment est-ce possible? Je pense que l'expert était de mèche, Corinne a pincé les lèvres. Et la banque? Eh bien, certaines sont moins regardantes que d'autres. Je me suis adossée à ma chaise, me sentant dévastée. L'ampleur de l'escroquerie dans laquelle mon fils s'était embarqué était effrayante. Ce n'était pas seulement de l'optimisation, comme il disait. C'était une véritable fraude, organisée, bien planifiée. Que se passera-t-il s'ils ne peuvent pas rembourser le prêt? Ai-je demandé. La banque saisira la maison, a répondu Corinne. Mais comme le montant est manifestement gonflé, il pourrait essayer de recouvrer la différence auprès d'Adrien personnellement. Cela pourrait mener à la faillite. J'ai fermé les yeux. La maison que Thomas et moi avions construite de nos propres mains, la maison où notre fils avait grandi, pourrait tout simplement disparaître. Et avec elle, tous mes souvenirs, toute ma vie. J'ai besoin de plus d'informations, ai-je dit. Si je connaissais tous les détails, peut-être pourrais-je les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Corinne a secoué la tête. Fais attention, Mireille. Si ton fils et sa femme se sont associés aux personnes auxquelles je pense, ça pourrait être dangereux. Je sais, j'ai hoché la tête. Mais je n'ai pas le choix. C'est ma maison et mon fils, quoi qu'il soit devenu. Quand je suis rentrée tard cette nuit-là, j'ai trouvé la porte de la chambre d'amis où je dormais défoncée, et mes affaires avaient été déplacées dans le placard. Valérie était assise sur le lit de mon ancienne chambre, feuilletant un magazine. « Ah, vous voilà !» a-t-elle dit sans lever les yeux. « J'espère que votre nouvelle place vous plaît. J'ai même mis un tableau pour que ce ne soit pas si déprimant. » Je l'ai regardé, sentant une vague de colère mêlée de détermination monter en moi. « Tu vas le regretter, Valérie, » ai-je dit doucement. Elle a finalement levé les yeux du magazine et a souri, d'un air froid et condescendant. « Je ne crois pas, ma vieille. Je ne crois pas. » Le placard sans fenêtre était étouffant et sombre. Les murs, peints à la hâte d'un bleu pâle, semblaient m'oppresser de toutes parts. La seule lumière était une faible lampe de bureau, la même qui se trouvait dans mon bureau quand je travaillais avec Paul. Maintenant, elle éclairait mon humiliation. J'ai passé 3 nuits dans ce réduit, à chercher de l'air et à me sentir impuissante. Je partais travailler la journée et revenais dans cette cellule la nuit. Valérie ouvrait rarement la porte tout de suite. Elle me faisait attendre sous la pluie ou dans le vent froid pendant 10 ou 15 minutes, puis disait avec un regret fin. « Oh, désolé. Je n'ai pas entendu la sonnette. J'étais dans la salle de bain. » Adrien faisait semblant de ne pas remarquer ce qui se passait. Il passait de plus en plus de temps hors de la maison, et quand il revenait, il s'enfermait dans son bureau avec des papiers ou une bouteille de whisky. Parfois, je les entendais se disputer, lui et Valérie, des voix étouffées à travers les murs fins de la maison. « Elle ne restera pas ici éternellement, » sifflait Valérie. « Elle partira dans peu de temps. »« C'est ma mère, » objectait Adrien, incertain. « On ne peut pas la jeter à la rue. »« Si, on peut. La maison est à nous. Point. » Au bureau, je continuais à rassembler des informations avec Corinne. Nous avons découvert que le stratagème était encore plus sophistiqué qu'il n'y paraissait. Adrien ne se contentait pas de fermer les yeux sur les violations. Il aidait activement les promoteurs en falsifiant les résultats des contrôles.
Valérie, de son côté, vendait des appartements dans ses immeubles, cachant l'état réel des biens aux acheteurs. Ça pourrait devenir tragique, a dit Corinne en regardant les documents. Si l'un de ces immeubles commençait à se dégrader. Je ne pouvais pas finir cette pensée. C'est une chose d'escroquer de l'argent, mais c'en est une autre de mettre des vies en danger. Ce mardi-là, je suis restée tard au travail, organisant les preuves que j'avais trouvées. Il était presque 22 heures quand je suis arrivée à la maison en taxi. Il n'y avait plus de bus à cette heure-là. Il pleuvait des cordes, transformant les rues de Clerval en torrent boueux. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai sonné à nouveau, sans succès. Après 5 minutes de tentative infructueuse, j'ai fait le tour de la maison et j'ai essayé la porte de derrière, mais elle était également verrouillée. À travers les interstices des rideaux, je pouvais voir de la lumière dans le salon et entendre des voix. Ils étaient à la maison et m'ignoraient tout simplement. Trempé jusqu'aux os, je suis retournée à la porte d'entrée et j'ai frappé plus fort. Finalement, la porte s'est ouverte. Adrien se tenait sur le seuil, le visage rouge, les yeux brillants. Ivre. Maman, a-t-il cligné des yeux comme s'il ne me reconnaissait pas au début. Pourquoi es-tu si tard? Je travaillais, ai-je répondu, essayant de ne pas claquer des dents à cause du froid. Je peux entrer. Il s'est écarté avec hésitation, me laissant passer. Le couloir était chaud, ce qui ne faisait qu'aggraver mon frisson. J'ai enlevé mon manteau mouillé et je l'ai accroché au porte-manteau. Qui est là? La voix de Valérie venait du salon. C'est maman, a dit Adrien. À cette heure-ci, elle avait l'air irritée. Je suis entrée dans le salon. Valérie était assise sur le canapé, les pieds sur la nouvelle table basse en verre que j'avais achetée pour remplacer l'ancienne en bois que Thomas avait fabriquée. À côté d'elle était assis un homme d'âge mûr que je ne connaissais pas, en costume chair. Bonsoir, ai-je dit. Valérie a jeté un regard provocateur à sa montre. Il était presque 22h30. On allait se coucher. Je suis désolée de vous interrompre. Ma voix semblait plus calme que je ne me sentais. Je vais dans ma chambre. Mireille, je te présente, a dit soudain Adrien en désignant l'homme. C'est Gérard Pratt, notre partenaire commercial. L'homme s'est levé et m'a tendu la main. Je l'ai serrée, sèche et froide. Gérard est dans l'expertise immobilière, a poursuivi Adrien, et lui et moi avons de grands projets. Enchanté, ai-je dit. Bien que tout ce que je ressentais vraiment était de l'anxiété. Un autre membre de leur combine. De même, Madame Paradis, a souri Pratt. Votre fils m'a beaucoup parlé de vous. Il a dit que vous étiez une excellente secrétaire. Que vous connaissiez toutes les subtilités juridiques. Pas toutes, mais beaucoup, ai-je essayé de lui rendre son sourire. Bon, nous devrions vraiment y aller. Valérie s'est levée du canapé. C'était agréable de discuter, Gérard, mais je dois me lever tôt demain. Adrien l'a raccompagnée à la porte et je me suis dirigée vers mon placard. Valérie m'a suivi. Écoutez, Mireille, a-t-elle commencé sur un ton qui se voulait amical, mais qui sonnait faux. Adrien et moi avons discuté et, eh bien, on a besoin de cette pièce. Je me suis arrêtée et je me suis tournée vers elle. Cette pièce? Le placard? Oui. Vous voyez, on va avoir un bébé et on a besoin d'un endroit pour ranger les affaires de bébé. J'ai senti un frisson me parcourir. Encore un de ces mensonges sur le bébé. Où voulez-vous que je vive? Eh bien, elle a agité les mains. C'est votre problème, n'est-ce pas? Après tout, la maison nous appartient. J'ai un accord de droit d'habitation à vie. Oui, votre précieux contrat. Elle a levé les yeux au ciel. Mais il n'y a aucune clause qui dit que vous avez le droit d'occuper une pièce en particulier, ou même une pièce du tout. Vous me suggérez de dormir dans le jardin. Pourquoi pas? Elle a souri. Je plaisante, bien sûr. Mais sérieusement, Mireille, il est temps que vous pensiez à trouver un autre logement. Adrien ne vous le dira jamais franchement. Alors je prends la parole. Vous nous gênez. Je l'ai regardée, cette femme belle et soignée avec sa manucure parfaite et ses yeux froids. Et je n'arrivais pas à croire que mon fils avait choisi une telle partenaire de vie. Je n'irai nulle part, Valérie. C'est ma maison. Non, elle a secoué la tête. C'était votre maison. Maintenant, c'est la nôtre. Elle s'est retournée et s'est éloignée, me laissant plantée dans le couloir. Je suis entrée dans mon placard, je me suis assise sur mon lit et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissée pleurer. Le matin,
je me suis réveillée avec un mal de tête et le sentiment que quelque chose avait changé. Une lumière vive filtrait sous la porte, trop vive pour le petit matin. J'ai regardé l'horloge. 8h30, j'avais dormi trop longtemps. J'ai sauté du lit, je me suis habillée rapidement et je suis sortie de la pièce. La maison était silencieuse. Pas d'Adrien, pas de Valérie. J'ai remarqué une note sur la table de la cuisine. Parti en week-end. De retour lundi. Ne laisse pas tes clés. Un voisin surveillera la maison. Oh, nous étions mercredi. Il me laissait pour 5 jours sans clé, me bloquant de fait à l'extérieur. Si je sortais, je ne pourrais pas revenir. J'ai composé le numéro d'Adrien. Le téléphone était éteint. J'ai appelé le travail, leur ai dit que j'étais malade et que je prenais la journée. Puis j'ai appelé Corinne. Ils essaient de me faire quitter la maison, ai-je dit en décrivant la situation. C'était le plan, a-t-elle répondu. Viens chez moi, Mireille. Arrête de supporter ces brimades. Mais si je pars, je ne pourrai pas revenir. C'est peut-être mieux ainsi, a soupiré Corinne. Prends juste ce dont tu as besoin et viens. Mon canapé est à toi. J'ai jeté un coup d'œil à la cuisine, familière jusqu'à la moindre fissure dans le carrelage. C'est là que j'avais préparé le petit déjeuner pour Thomas, là qu'Adrien avait fait ses premiers pas, là où toute ma vie s'était déroulée. Partir, ce serait admettre ma défaite. Non, ai-je dit. Je vais rester et attendre qu'il revienne. Nous devons mettre les points sur les i. J'ai profité de ces jours pour fouiller la maison de fond en comble. Dans le bureau d'Adrien, j'ai trouvé plusieurs dossiers de documents qu'il n'avait pas cachés. Des plans de maison avec des notes, des rapports de contrôle technique, des brouillons de rapports avec des corrections où des problèmes graves étaient transformés en déviations mineures. Dans la chambre, dans le dressing de Valérie, j'ai trouvé plusieurs relevés bancaires faisant état de grosses sommes d'argent, bien plus qu'elle ne pouvait gagner officiellement. J'ai tout photographié avec mon téléphone et envoyé les photos à Corinne. Elle a analysé les informations et les a comparées à ce que nous savions déjà. Le dimanche, nous avions une image presque complète. Adrien, Valérie et quelques autres avaient organisé un système où des maisons de qualité inférieure étaient vendues à des prix gonflés. Ils utilisaient ma maison comme garantie pour obtenir un prêt, qui servait à verser des pots de vin et à corrompre les bonnes personnes. Le lundi, j'étais prête pour leur retour. Je me suis levée tôt, j'ai fait le ménage et j'ai attendu dans le salon. Ils sont arrivés vers midi, bronzés et reposés. Quand Valérie m'a vue, elle a froncé les sourcils. « Vous êtes encore là ?»« C'est ma maison, » ai-je répondu calmement. « Où irais-je d'autre ?» Adrien a posé les valises, l'air fatigué. « Maman, il faut qu'on parle. »« Oui, » ai-je acquiescé. « Il est temps. » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, nous trois, comme une petite famille malheureuse. Valérie avait les bras croisés et regardait par la fenêtre, montrant qu'elle ne voulait pas parler. Adrien tapotait nerveusement ses doigts sur la table. « Maman, » a-t-il commencé, sans me regarder dans les yeux. Valérie et moi y avons longuement réfléchi, et nous avons décidé que nous ne pouvions pas continuer comme ça. Je suis d'accord, j'ai hoché la tête. Nous, eh bien, nous voulons que tu déménages, a-t-il lâché. Déménager ? Ai-je demandé à nouveau. De ma propre maison. Ce n'est plus la vôtre, a objecté Valérie. Tu l'as cédée à Adrien. Avec un droit d'habitation à vie, l'ai-je rappelé. Écoute, Adrien a passé la main dans ses cheveux. On peut annuler ce contrat, te dédommager. On t'achètera un petit appartement ou une chambre dans une maison de retraite. Une maison de retraite. J'ai senti une vague de colère monter en moi. J'ai 65 ans, Adrien. Je travaille à plein temps et je suis parfaitement saine d'esprit. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il dit, embarrassé. Arrête de tourner autour du pot, a dit Valérie avec irritation. Dis-lui franchement. C'est notre famille qui va vivre dans cette maison maintenant. Notre famille, et elle n'a pas sa place ici. J'ai regardé mon fils, m'attendant à ce qu'il proteste, qu'il me défende. Mais il est resté silencieux, les yeux baissés. Adrien, ai-je appelé. C'est vrai ? Tu veux que je parte ? Il a levé les yeux vers moi, ce même regard gris et clair qu'il avait hérité de moi. Je suis désolé, maman, mais oui. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mieux pour qui ? Quelque chose en moi s'est brisé. Pour toi, pour elle, ou pour moi. Pour nous tous, a-t-il soupiré. Tu vois, on ne peut pas vivre ensemble. Les conflits constants,
l'attention. Et moi? Ai-je demandé doucement. Où irai-je? Je te l'ai dit, on t'achètera un appartement. Il s'est frotté le front. Un petit mais confortable, ou une chambre dans une bonne résidence pour seniors. Je n'ai pas besoin de votre charité, ai-je dit sèchement. Je veux rester dans ma maison, celle que ton père et moi avons construite de nos propres mains. Où tu as fait ton premier pas, dis ton premier mot. Où se trouve toute ma vie? Oh mon Dieu, ne commence pas avec tes histoires sentimentales. Valérie a levé les yeux au ciel. Une maison, ce ne sont que des murs et un toit, un bien commercialisable. Et c'est le nôtre. Valérie, s'il te plaît, a grommelé Adrien. Laisse-nous parler. De quoi y a-t-il à parler? Elle a haussé la voix. On en parle depuis une semaine. La décision est prise. Elle doit partir. Mais pas tout de suite, a-t-il objecté. Elle a besoin de temps. Du temps pourquoi? Pour continuer à nous pourrir la vie. Valérie criait presque. Non, j'en ai assez. Soit elle part maintenant, soit... Soit quoi? A demandé Adrien. Soit c'est moi qui pars, a dit Valérie. C'est ton choix, Adrien. Elle ou moi? Un silence lourd s'est installé dans la pièce. J'ai regardé mon fils et je l'ai vu tiraillé par le choix. Mais je connaissais déjà la réponse. Je la voyais dans les épaules voûtées d'Adrien, dans la façon dont il évitait mon regard. Maman, a-t-il finalement dit d'une voix rauque. S'il te plaît, comprends. Je comprends, ai-je dit, ma voix sonnant étonnamment ferme. Tu as choisi, et ce n'est pas moi. Tu es toujours ma mère, il a levé les yeux vers moi, suppliant. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Heureux. J'ai souri amèrement. Vous trompez les gens, falsifiez des documents, utilisez ma maison pour vos machinations, et vous pensez que vous allez être heureux. De quoi tu parles? A-t-il froncé les sourcils. Je sais tout, Adrien. Tes faux rapports, le prêt sur la maison, toute votre combine. Il a pâli. Tu nous espionnais. Je protégeais ma maison, ai-je répondu. Et il n'est pas trop tard pour réparer ça. Remboursez le prêt. Admettez les faux. Tais-toi, a hurlé Valérie. Tu ne peux rien prouver. Je l'ai déjà fait, ai-je dit calmement. J'ai des copies de tous les documents. Je ne les ai encore emmenés nulle part. Mais si vous continuez à me pousser hors de ma maison. Tu bluffes, Valérie a plissé les yeux. La vieille nous menace. Maman, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, Adrien avait l'air effrayé. Ce sont des gens sérieux. De l'argent sérieux. Si tu vas à la police. Alors quoi? Je les regardai droit dans les yeux. Que feront-ils? Ils me tueront, ou toi. Pense Y, Adrien. Tu es devenu un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Et quand les choses tourneront mal, c'est toi qui seras blâmé. Assez de ce cirque, Valérie s'est levée. Dégage d'ici, maintenant. Prends tes affaires et va-t'en. Valérie. A commencé Adrien. Non, elle s'est tournée vers lui. C'est ton choix, Adrien. Maintenant. Elle ou moi? Il est resté silencieux, fixant le sol. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Je comprends, ai-je dit en me levant de la table. Donnez-moi une demi-heure pour faire mes bagages. 15 minutes, a dit Valérie, et je compterai. Je suis retournée dans mon placard et j'ai sorti la vieille valise que j'avais déjà préparée. J'y ai mis l'essentiel, vêtements, papiers, quelques photos. Le reste pouvait attendre. Quand je suis sortie dans le couloir, Valérie était là, jetant un regard provocateur à sa montre. 14 minutes, a-t-elle dit. Adrien est sorti de la cuisine, pâle et hagard. Maman, je suis désolée. Je te trouverai un endroit où vivre, je te le promets. Donne-moi quelques jours. Ne t'en fais pas, ai-je répondu. J'ai un endroit où aller. J'ai regardé ma maison, les murs qui se souvenaient de tant de moments heureux, l'intérieur familier que Valérie avait déjà défiguré avec sa rénovation moderne. 35 ans de vie, et me voilà, partant avec une seule valise. Dégage, a crié Valérie en ouvrant la porte d'entrée. Je me suis retournée pour les regarder une dernière fois. Adrien se tenait les épaules basses, n'osant pas croiser mon regard. Valérie souriait, sentant sa victoire. Soudain, j'ai souri. Je ne sais pas d'où venait ce sourire. Un sourire calme, presque mystérieux. Peut-être de la réalisation qu'ils ne savaient pas encore ce qu'ils avaient fait, ou de la pensée qu'ils le sauraient bientôt.
Ce sourire a fait froncer les sourcils de Valérie, et Adrien m'a regardé avec surprise. Au revoir, ai-je dit et j'ai franchi la porte. J'ai marché dans la rue, tirant ma valise derrière moi, et je me suis sentie étrangement soulagée. Étrangement soulagée, comme si je m'étais débarrassée du lourd fardeau que je portais depuis des mois. Quand j'ai atteint le coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé le numéro de Corinne. Je les ai quittés, ai-je dit. Je peux venir chez toi? Bien sûr, a-t-elle dit. Je t'ai déjà préparé une chambre. Pas un placard, mais une vraie chambre avec une fenêtre. Merci, j'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. J'arrive tout de suite. Corinne vivait dans un petit mais confortable appartement au 2e étage d'une vieille maison du centre de Clerval. Quand je suis arrivée, elle m'a accueillie à bras ouverts. Tu as l'air en pleine forme, a-t-elle dit en m'aidant avec ma valise. On dirait que tu n'as pas dormi depuis des lustres. Je crois que c'est le cas, ai-je admis. Nous nous sommes installés dans la cuisine et Corinne nous a servi du thé. Alors, et maintenant? A-t-elle demandé. Tu vas aller à la police? J'ai secoué la tête. Non. Pas encore, en tout cas. J'ai un autre plan. Lequel? J'ai siroté mon thé et j'ai senti mes lèvres s'étirer en ce même sourire énigmatique avec lequel j'avais quitté ma maison. Tu te souviens quand tu as dit que s'il ne pouvait pas rembourser le prêt, la banque prendrait la maison? Corinne a hoché la tête lentement. Oui, mais pour que cela arrive, ils doivent cesser de payer. Et à en juger par leurs revenus issus des escroqueries, ils ont l'argent. Pour l'instant, ai-je convenu. Mais que se passerait-il si le flux d'argent se tarissait soudainement? Qu'est-ce que tu as en tête, Mireille? J'ai sorti de mon sac un dossier de documents que nous avions rassemblés au cours des dernières semaines. Je vais utiliser mes connaissances et mes relations pour les arrêter, Corinne. Et pas seulement eux, mais tout ce système de construction de mauvaise qualité. Parce que tôt ou tard, cela mènera à une tragédie. C'est dangereux, elle a froncé les sourcils. Tu te rends compte qu'il y a des gens sérieux impliqués, n'est-ce pas? Je sais, j'ai hoché la tête. Mais je n'ai pas le choix. Ils m'ont mise à la porte de ma maison. Ils m'ont fait choisir entre un toit sur ma tête et la justice. Ils pensaient que j'accepterais. Que j'aurais peur. Que je partirais tranquillement. Et maintenant? J'ai souri encore plus largement. Maintenant, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une grosse erreur. Ne jamais sous-estimer une femme qui a travaillé avec des documents juridiques pendant 30 ans et qui connaît toutes les failles de la loi. L'appartement de Corinne est devenu ma cachette et mon quartier général en même temps. La petite chambre d'amis avec une fenêtre donnant sur une cour tranquille me semblait un palais après le placard où j'avais passé les dernières semaines. La première nuit, j'ai dormi comme une masse. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité. Le matin, au petit déjeuner, Corinne et moi avons élaboré un plan d'action. Nous avons besoin de preuves solides, a-t-elle dit en versant du café dans les tasses, qu'aucun avocat ne pourra contester. Nous avons déjà des copies des faux rapports d'audit, j'ai sorti un dossier de documents, et la preuve qu'Adrien a hypothéqué la maison sans ma connaissance, en falsifiant ma signature. Ce n'est pas suffisant, Corinne a secoué la tête. Il faut voir l'ensemble du système. Qui est derrière? Qui réalise les plus gros profits? Comment l'argent est-il blanchi? Elle avait raison. Adrien et Valérie n'étaient que des rouages dans une fraude complexe. Pour les arrêter et récupérer ma maison, nous devions détruire tout le système. Par où commençons-nous? Ai-je demandé. Cédric Hubert, a dit fermement Corinne. Il doit nous aider. Après tout, tu as travaillé dans leur cabinet pendant 30 ans. J'ai hoché la tête. Cédric n'était pas aussi droit que son père, mais il m'avait toujours traité avec respect. Nous sommes arrivés ensemble au cabinet Hubert et Associés. J'avais appelé à l'avance et demandé un rendez-vous, en précisant que c'était personnel et urgent. Cédric nous a reçus dans son bureau, un bureau spacieux avec vue sur la rue principale de Clerval. Mireille, Corinne, il a désigné les chaises en face de son bureau. À quoi dois-je ce plaisir? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lui raconter comment Adrien m'avait convaincu de réhypothéquer la maison, les visiteurs et les conversations étranges, les faux papiers et le prêt. Cédric a écouté sans m'interrompre, ne fronçant les sourcils qu'occasionnellement et prenant des notes dans son carnet. Alors, vous êtes sans abri maintenant? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je reste temporairement chez Corinne, ai-je répondu. Que voulez-vous de moi? L'accès aux bases de données immobilières, a ajouté Corinne.
Nous devons retracer toutes les propriétés qui sont passées par le contrôle d'Adrien et ont été vendues par Valérie. Cédric s'est adossé à sa chaise, tapotant son stylo sur le bureau, tout comme son père. C'est grave, Mireille. Si ce que vous dites est vrai, nous parlons d'une fraude majeure avec des ramifications nationales. Je sais, j'ai hoché la tête. Mais je n'ai pas le choix. Ils m'ont mise à la porte de ma maison, Cédric. Et s'ils ne sont pas arrêtés, des innocents qui achètent ces maisons souffriront. Il a fait une pause, réfléchissant à la situation. D'accord, a-t-il finalement dit. Je vous donnerai l'accès. Mais officiellement, je ne sais rien, d'accord? Si ça va au procès, je ne veux pas être impliqué. Bien sûr, les jeux assurés. Nous serons discrètes. Cédric nous a conduites au service des archives où étaient conservées toutes les transactions immobilières de Clerval des 5 dernières années. Il nous a présentés à l'archiviste comme des consultantes travaillant sur un audit et nous a laissés seuls avec les ordinateurs et les dossiers. Par où commençons-nous? A demandé Corinne en s'asseyant devant l'ordinateur. Gérard Pratt, ai-je répondu. L'homme que j'ai vu chez moi. C'est un expert immobilier et apparemment un maillon important de leur système. Nous avons lancé une recherche. La base de données a révélé plusieurs dizaines de propriétés expertisées par Pratt au cours des 2 dernières années. Tout avait été contrôlé par Adrien et vendu par l'intermédiaire de l'agence où travaillait Valérie. Regarde, Corinne a pointé l'écran. Dans tous les cas, les expertises étaient bien au-dessus de la valeur du marché. Et ici, elle a ouvert un autre fichier. Voici les rapports sur l'état du bâtiment. Compare ça avec les rapports de contrôle d'Adrien. J'ai comparé les documents et j'ai vu des divergences flagrantes. Là où les rapports techniques montraient des violations graves, les rapports d'Adrien étaient marqués comme conformes. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Si des gens commencent à vivre dans ces maisons. Ils y sont déjà, a dit sombrement Corinne. La plupart des propriétés ont été vendues et occupées. Nous avons continué à creuser. J'ai utilisé toutes les compétences d'organisation de l'information que j'avais acquises pendant mes années de secrétaire. J'ai trié les documents, établi des chronologies, cherché des liens entre les noms et les entreprises. Corinne, avec son sens de la comptabilité, a suivi les flux de trésorerie. Le soir, nous avions un dossier de preuves, mais il nous manquait encore un élément clé. Qui était derrière tout ce système? Qui était le principal bénéficiaire? Nous devrions aller voir Paul, ai-je décidé. Il connaît tout le monde et tout à Clerval. Il pourrait peut-être nous donner des pistes. Le vieux Paul Hubert vivait dans une petite mais élégante maison à la périphérie de la ville. Malgré son âge, il avait conservé un esprit clair et un intérêt pour tout ce qui se passait dans les cercles juridiques de Clerval. Il nous a accueillis sur la véranda avec un livre à la main et un verre de limonade sur une table à proximité. Mireille, Corinne, a-t-il souri. Quelle agréable surprise. Asseyez-vous. Nous nous sommes installés dans les chaises en osier et je lui ai brièvement raconté notre enquête. Paul a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps ou posant des questions de clarification. Gérard Pratt, a-t-il dit pensivement quand j'ai eu fini. Intéressant. Vous le connaissez? Ai-je demandé. Oui, a hoché la tête Paul. Et pas seulement lui. Si vos soupçons sont corrects et qu'il y a un groupe de personnes impliquées, je pense avoir une assez bonne idée de qui pourrait être derrière tout ça. Il s'est levé et nous a fait signe de le suivre dans la maison. Dans son bureau, parmi les bibliothèques et les meubles anciens, Paul a sorti un dossier épais d'un tiroir de bureau. Il y a 3 ans, j'ai poursuivi une affaire de fraude foncière, a-t-il commencé. Un promoteur immobilier nommé Renaud Weiss achetait des terrains à bas prix en utilisant des prête-noms et des documents falsifiés. Ensuite, il construisait des maisons sur ces parcelles en violation de toutes les normes possibles et les vendait à un prix gonflé. Comme dans notre cas, a dit Corinne. Exactement, a hoché la tête Paul. Nous avons presque réussi à porter l'affaire en justice, mais au dernier moment, un témoin clé s'est rétracté. Apparemment, on l'a persuadé de changer d'avis. L'affaire s'est effondrée et Weiss s'en est tiré. Il a ouvert le dossier et nous a montré une photo. Un grand homme d'âge mûr avec un visage dur et volontaire. C'est Weiss. Oui, a confirmé Paul. Maintenant, regardez la liste de ses plus proches collaborateurs. J'ai parcouru la liste des yeux et j'ai halté en voyant un nom familier. Gérard Pratt. Bingo, Paul a tapé du doigt sur le papier. Pratt était le bras droit de Weiss, en charge des expertises immobilières.
Après ce scandale, il a disparu des radars pendant un certain temps, puis a créé sa propre société d'expertise. Et apparemment, il continue ses anciennes affaires, mais avec de nouveaux partenaires. Avec mon fils et sa femme, ai-je dit amèrement. J'en ai bien peur, a dit Paul. Weiss est un homme dangereux, Mireille. Il a des relations dans la police, à la mairie. Il ne reculera devant rien pour protéger ses affaires. Mais si nous rassemblons suffisamment de preuves. Les preuves peuvent être détruites, Paul a secoué la tête. Les témoins peuvent être intimidés. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Que allons-nous faire? A demandé Corinne, déconcertée. Abandonner. Paul a souri, ce sourire spécial qu'il avait quand il trouvait une solution inattendue à un problème juridique complexe. Ne pas abandonner, mais agir plus intelligemment. Si nous ne pouvons pas atteindre Weiss par les agences locales, nous devons aller plus haut. Au niveau national? La brigade financière? A suggéré Corinne. C'est ça aussi, a hoché la tête Paul. Plus la police judiciaire. S'il s'agit d'une fraude de cette ampleur, impliquant la falsification de documents officiels et le blanchiment d'argent, c'est de leur ressort. Mais comment les atteindre? Ai-je demandé. Nous n'avons pas de relation à ce niveau. Vous n'en avez pas. Paul a plissé légèrement les yeux. Moi, si. L'un de mes anciens étudiants travaille maintenant à l'antenne régionale de la PJ. Je pense qu'il pourrait être intéressé par cette affaire. Nous sommes restés chez Paul jusqu'à tard dans la nuit, organisant les preuves que nous avions recueillies et les préparant pour les transmettre aux autorités. Il nous a aidés à structurer l'information, en soulignant les points juridiques à mettre en avant et les faiblesses à renforcer. Le point clé est la falsification de votre signature sur les documents de prêt, a dit Paul. C'est déjà un délit grave. Et quand on y ajoute les violations des normes de construction mettant des vies en danger et un blanchiment d'argent à grande échelle. Ils ne s'en tireront pas, a terminé Corinne pour lui. De retour chez Corinne, nous avons passé quelques heures de plus à perfectionner les documents. J'ai utilisé toutes mes compétences en matière de paperasserie, chronologisant les événements, mettant en évidence les points clés, préparant des résumés pour les personnes qui examineraient l'affaire. Tu es un génie pour ça, a dit Corinne en me regardant organiser l'information. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi efficacement avec des documents. 30 ans de pratique, j'ai souri. Il fallait bien que ça serve à quelque chose. Le matin, Paul a appelé pour dire que son ancien étudiant, l'inspecteur Éric Breton de la PJ, était prêt à nous rencontrer de manière informelle. Il ne peut pas lancer une enquête officielle sans l'approbation de ses supérieurs, a expliqué Paul. Mais si nous lui fournissons des preuves suffisamment convaincantes, il peut lancer le processus. La réunion a été fixée dans un petit café à la périphérie de Clerval. L'inspecteur Breton s'est avéré être un jeune homme au regard attentif et aux manières réservées. Il a écouté notre histoire sans nous interrompre, prenant de temps en temps des notes dans un petit carnet. Ce sont des accusations graves, Madame Paradis, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Surtout que nous parlons de votre propre fils. Je sais, j'ai hoché la tête. Mais je n'ai pas le choix. S'ils ne sont pas arrêtés, des innocents vont souffrir. Breton a regardé le dossier de preuves que nous lui avions remis. Ses sourcils se sont haussés de plus en plus haut à mesure qu'il étudiait les documents. Il y a beaucoup de choses à voir ici, a-t-il admis. Je suis particulièrement intéressé par le lien avec Renaud Weiss. Nous le surveillons depuis longtemps, mais nous n'avons jamais pu rassembler suffisamment de preuves. Alors, vous prenez l'affaire? A demandé Corinne, pleine d'espoir. Je ne peux rien promettre, a répondu prudemment Breton. Mais je vais présenter ce matériel à mes supérieurs. S'ils trouvent les preuves convaincantes, une enquête sera lancée. C'était le mieux que nous pouvions espérer. Breton a pris notre dossier et est parti, promettant de nous contacter dès qu'il y aurait de nouvelles informations. Et maintenant? Ai-je demandé à Paul quand nous nous sommes retrouvés toutes les trois. Maintenant, nous attendons, a-t-il répondu. La machine judiciaire n'est pas rapide, mais elle est minutieuse. S'ils prennent l'affaire, ils iront jusqu'au bout. L'attente n'a pas été longue. Le lendemain, Breton a appelé Paul, qui nous a tout de suite rappelé. Ils ont trouvé quelque chose de grave, a-t-il rapporté, excité. Une des maisons expertisées par Pratt et contrôlée par Adrien a commencé à se dégrader. Fondation fissurée, affaissement. Les résidents ont été évacués, et une enquête d'urgence est en cours. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. J'espère que personne n'a été blessé.
Heureusement, non. Mais c'était le catalyseur. La PJ a obtenu un mandat de perquisition pour le bureau de Pratt et plusieurs autres endroits liés à Weiss. Cette nuit-là, Corinne et moi ne tenions pas en place. Nous avons regardé les informations locales ou les premiers rapports sur de possibles violations de construction et des problèmes avec certains des nouveaux bâtiments de Clerval avaient déjà fait surface. Le lendemain matin, exactement 24 heures après que j'ai quitté la maison, Paul a de nouveau appelé. « Allumez la télévision », a-t-il dit. La chaîne 3. Nous l'avons allumée et avons vu un direct de la scène. Un journaliste se tenait devant le palais de justice local, parlant d'une opération de police à grande échelle et de la mise au jour d'un système de fraude immobilière. Selon les premières informations, un groupe d'individus, dont un contrôleur technique en bâtiment, un expert immobilier et plusieurs agents immobiliers, étaient impliqués dans un système où des propriétés de qualité inférieure étaient vendues à des prix gonflés. Les agents de la police judiciaire mènent des perquisitions à plusieurs endroits de la ville. La caméra a montré des hommes en veste marquée police transportant des boîtes de documents hors de l'immeuble de bureau où travaillait Pratt. Ils agissent vite, a observé Corinne. La maison qui s'effondre a tout changé, ai-je répondu. Maintenant, ce n'est plus seulement une fraude, mais une menace pour la sécurité publique. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom d'Adrien est apparu sur l'écran. J'ai hésité, ne sachant pas si je devais répondre, mais la curiosité l'a emporté. Oui. Maman. La voix d'Adrien semblait effrayée. Tu as vu les nouvelles? Oui, ai-je répondu calmement. C'est toi. Sa voix était un mélange d'incrédulité et de peur. C'est toi qui es allé à la police. Non. Mais quelqu'un devait vous arrêter, Adrien, avant qu'une véritable tragédie ne se produise. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Ils étaient là, maman, a-t-il finalement dit d'une voix tremblante. Des agents de la PJ avec un mandat. Ils ont pris tous les dossiers, les ordinateurs. Ils ont emmené Valérie pour l'interroger. Ils ont dit qu'ils reviendraient pour moi. Que veux-tu que je fasse? Ai-je demandé. De la sympathie, de l'aide. Je ne sais pas. A-t-il dit si bas que je pouvais à peine l'entendre. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Pratt a dit que c'était une pratique courante, que tout le monde le faisait. Et tu l'as cru. Tu as pensé que c'était normal de tromper les gens, de mettre leur vie en danger pour de l'argent. Je pensais que je le faisais pour nous. Des larmes perçaient dans sa voix. Pour toi aussi, pour qu'on ait une vie meilleure. Ne mens pas maintenant, Adrien, ai-je dit, lasse. Tu le faisais pour toi et pour Valérie. Et vous m'avez mise à la porte de ma propre maison. Maman, je dois y aller. Je l'ai interrompu. Bonne chance pour l'interrogatoire. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. Étrangement, je ne ressentais ni jubilation ni satisfaction, seulement de la fatigue et la douleur sourde de la trahison. Dans l'après-midi, Breton a appelé. Madame Paradis, a-t-il dit d'un ton formel. J'ai besoin que vous veniez à notre bureau pour témoigner. Bien sûr, ai-je accepté. Quand? Le plus tôt sera le mieux. Cette affaire s'accélère. Nous avons déjà Pratt et plusieurs autres en garde à vue. Nous avons des raisons de croire qu'ils sont liés à Weiss. Et mon fils? Ai-je demandé, sentant mon cœur se serrer. Il est également dans l'affaire, a dit Breton après une pause. Je suis désolé, mais les preuves de son implication dans le système sont accablantes. Je comprends, j'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. Je serai là dans 1 heure. À l'antenne régionale de la PJ, j'ai été accueillie par Breton et conduite dans une petite salle d'interrogatoire. Là, j'ai détaillé tout ce que je savais sur le système, sur le rôle d'Adrien et de Valérie, sur la façon dont ils m'avaient mise à la porte. J'ai montré les documents que j'avais copiés et j'ai expliqué comment j'avais découvert la falsification de ma signature. C'est un témoignage très précieux, Madame Paradis, a dit Breton quand j'ai eu fini. Il nous aidera à brosser un tableau complet du crime. Que adviendra-t-il de ma maison? Ai-je demandé. Elle a été hypothéquée sans ma connaissance. Tous les biens des suspects sont temporairement gelés, y compris les biens immobiliers, a expliqué Breton. Mais si votre signature a été falsifiée, il y a toutes les raisons d'invalider la transaction. Vous devriez consulter un bon avocat. J'en ai un en tête, j'ai souri en pensant à Paul. En sortant du bâtiment de la PJ, j'ai pris une grande bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en contrôle de ma vie.
Oui, il y avait des épreuves à venir, des dépositions, des rencontres peut-être douloureuses avec mon fils, mais je n'étais plus une victime sans défense. Je me battais pour la justice, et il semblait que je gagnais. Ce soir-là, Corinne, Paul et moi étions assis sur la véranda de sa maison, sirotant du vin et regardant le soleil se coucher sur les toits de Clerval. À la justice, Paul a levé son verre. Et au secrétaire têtu qui n'abandonne pas, a ajouté Corinne. J'ai souri et levé mon verre. À de nouveaux départs. À ce moment, le téléphone portable de Paul a sonné. Il s'est excusé et s'est éloigné pour répondre. Il est revenu un instant plus tard avec un large sourire. C'était Breton, a-t-il rapporté. Ils ont fait une percée dans l'affaire. L'un des détenus a accepté de coopérer en échange d'une réduction de peine. Il a témoigné contre Weiss et tous les autres. Qui ? Ai-je demandé, sentant mon cœur se serrer. Paul m'a regardé avec sympathie. Votre fils, Mireille. Adrien a accepté de témoigner contre tout le monde. J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Le soulagement qu'Adrien soit revenu à la raison, ou l'amertume qu'il ait trahi ses complices aussi facilement qu'il m'avait trahi. Que va-t-il lui arriver ? Ai-je demandé doucement. Probablement un sursis, a répondu Paul. Peut-être des travaux d'intérêt général. Il n'était pas l'organisateur du système, juste l'exécutant, et son témoignage est précieux pour l'enquête. Et Valérie ? Elle risque une peine de prison ferme. Paul a secoué la tête. Elle était bien plus profondément impliquée, et d'après ce que Breton a dit, elle ne coopère pas. Je n'ai pas pu dormir pendant longtemps cette nuit-là. Je pensais à la rapidité avec laquelle les choses construites sur le mensonge et la tromperie s'effondraient. Hier, Adrien et Valérie se sentaient maîtres de la vie, me chassant de ma maison, faisant des projets d'avenir. Et aujourd'hui, leur monde s'était effondré comme un château de cartes. Je me suis réveillée ce matin à l'appel de Breton. Madame Paradis, sa voix semblait formelle, mais avec une pointe de satisfaction. Je tiens à vous informer que le tribunal a ordonné le gel de tous les biens des suspects, y compris les biens immobiliers. Votre maison a également été saisie. Cela signifie que je ne peux pas y retourner. Ai-je demandé. Pas encore, a répondu Breton. Mais compte tenu des circonstances de l'affaire et de votre coopération active avec l'enquête, nous avons déposé une requête pour reconnaître votre droit de résidence. Je pense qu'elle sera accordée dans les prochains jours. Merci, l'ai-je remercié sincèrement. De rien, je pouvais presque l'entendre sourire. La justice doit être rendue. Après cet appel, j'ai ressenti un calme étrange. La roue de la loi avait commencé à tourner, lentement mais inexorablement. Les coupables seraient punis, et je pourrais récupérer ma maison. La vie continuait, et j'étais prête pour un nouveau chapitre. 3 semaines. C'est exactement le temps qu'il a fallu pour que le monde d'Adrien et Valérie s'effondre définitivement. Pendant ces 21 jours, j'ai observé les événements se dérouler, comme de loin, avec le calme remarquable de quelqu'un qui a finalement eu raison, mais qui n'en est pas heureux. La première semaine, j'ai continué à vivre chez Corinne, m'entretenant quotidiennement avec l'inspecteur Breton et les avocats. La paperasse semblait sans fin, mais j'étais plus douée que quiconque pour cela grâce à mes années d'expérience. Paul m'a aidé à comprendre les subtilités juridiques, expliquant chaque étape du processus. Votre cas est presque parfait, disait-il en examinant une nouvelle liasse de papier. Signature falsifiée, utilisation illégale de garantie, expulsion forcée sous la contrainte. Le tribunal sera de votre côté. Les journaux locaux titraient sur la plus grande fraude immobilière de l'histoire de Clerval. Les journalistes ont déterré le lien avec Renaud Weiss, ont trouvé d'autres cas d'acheteurs floués et ont interrogé des personnes dont les maisons commençaient à s'effriter à cause des violations de construction. L'histoire a pris de l'ampleur, devenant le scandale de l'année. Le 10e jour après le début de l'enquête, le tribunal a fait droit à la requête reconnaissant mon droit de vivre dans la maison. Je pouvais y retourner, bien que la maison elle-même soit toujours sous saisie dans le cadre du gel des avoirs pendant l'enquête. « Tu vas y aller ?» a demandé Corinne quand j'ai reçu l'ordonnance du tribunal. « Je ne sais pas. » ai-je répondu honnêtement. Il y a tellement de souvenirs là-bas, pas seulement les bons. Je comprends, elle m'a serré la main. Mais c'est ta maison, Mireille. Tu t'es battue pour elle. Le même jour, j'ai appris qu'Adrien avait officiellement perdu sa licence de contrôleur technique en bâtiment. La commission d'éthique professionnelle avait examiné son cas en procédure accélérée et l'avait jugé disqualifié sans possibilité de réintégration.
Pour un homme qui avait bâti sa carrière sur ce travail, c'était un coup terrible. Valérie a perdu sa licence d'agent immobilier. 2 jours plus tard, l'association départementale des agents immobiliers a voté à l'unanimité pour l'expulser, l'accusant de violation flagrante de l'éthique professionnelle et de saper la confiance dans la profession. Elle a également été interdite de travailler dans l'immobilier à l'avenir. J'ai suivi ces nouvelles avec un double sentiment. D'une part, la justice était rendue. D'autre part, c'était mon fils, ma chair et mon sang. Une partie de moi ne pouvait s'empêcher de compatir. Peu importe à quel point il m'avait trahi. Tu n'es pas responsable de ses choix, a dit Paul quand je lui ai fait part de mes doutes. Tu l'as élevé, tu lui as donné des valeurs, tu as donné l'exemple d'une vie honnête. Le fait qu'il ait pris un chemin différent était sa décision, pas la tienne. Le 14e jour, j'ai décidé de retourner à la maison. J'ai fait mes quelques bagages, j'ai remercié Corinne pour son hospitalité et j'ai appelé un taxi. La maison avait l'air abandonnée. Il y avait des feuilles jaunies sur la pelouse que personne n'avait nettoyée, et une montagne de prospectus dans la boîte aux lettres. J'ai ouvert la porte avec la clé qu'on m'avait donnée au tribunal et je suis entrée. C'était une sensation étrange de revenir dans un endroit qui avait été autrefois mon sanctuaire et qui était ensuite devenu une cage. J'ai traversé lentement les pièces, notant les signes de mon départ précipité. Les choses abandonnées, les petites choses oubliées. Le bureau d'Adrien était chaotique. Apparemment, personne ne s'était donné la peine de nettoyer après la perquisition de la PJ. Dans la cuisine, il y avait de la vaisselle sale et des restes dans l'évier. J'ai passé la journée à nettoyer, restaurant méthodiquement un semblant de confort dans la maison. J'ai lavé les sols, fait la poussière, jeté la nourriture avariée du réfrigérateur. Le travail m'a aidé à ne pas penser à ce qui était arrivé à ma famille. Le soir, je me suis assise sur le fauteuil de la véranda, le même où Thomas aimait s'asseoir, en regardant le coucher du soleil. Étrangement, j'ai senti sa présence près de moi, comme s'il approuvait mes actions. « Tu me manques », ai-je murmuré dans le vide. « Tu saurais quoi faire maintenant ?» Le 18e jour, la nouvelle que j'attendais et redoutais à la fois est arrivée. Adrien et Valérie ont été officiellement mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation. Fraude, faux et usage de faux, association de malfaiteurs. Ils risquaient jusqu'à 10 ans de prison. Breton m'a appelé personnellement pour m'en informer. « L'affaire est presque bouclée, Madame Paradis », a-t-il dit. « Grâce à votre aide et au témoignage de votre fils, nous avons toutes les preuves nécessaires. » « Merci de me tenir informé », ai-je répondu. « Quelle est la suite ?» Le procès est prévu pour le mois prochain, mais il est probable que les avocats négocieront une procédure de plaidé coupable, surtout pour votre fils, compte tenu de sa coopération. Et Valérie ? Elle refuse toujours de plaider coupable, a soupiré Breton. Son avocat insiste sur le fait qu'elle n'était qu'un instrument entre les mains de son mari et qu'elle ne savait rien de la fraude. J'ai gloussé involontairement. Même acculée, Valérie continuait à esquiver et à mentir. Personne ne le croit, bien sûr, a ajouté Breton. Les preuves sont trop convaincantes. Ce soir-là, on a frappé à la porte. Je me suis approchée, j'ai regardé par le judas et je me suis figée. Adrien se tenait là, hagard, mal rasé et en vêtements froissés. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé mon fils en silence. Il a évité mon regard. « Je peux entrer ?» a-t-il finalement demandé. Je me suis reculée, le laissant entrer dans la maison. Adrien est entré dans la cuisine et s'est affalé sur une chaise comme si ses jambes ne le tenaient plus. « Tu as l'air fatigué », ai-je dit en mettant la bouilloire en marche. « Je n'ai pas bien dormi depuis. » Il n'a pas terminé sa phrase. « Maman, il faut que je te parle. »« Je t'écoute. »« Tu sais que j'ai été mis en examen, n'est-ce pas ?» Il s'est frotté le visage avec ses mains. « Mon avocat dit que ma seule chance d'éviter la prison est de plaider coupable, une confession complète, et de témoigner contre tous les autres. »« Moi. J'ai accepté, » a-t-il soupiré. « Mais Valérie, elle est furieuse. Elle dit que je suis un traître. Que je préférerais à Léon. Prison plutôt que de moucharder. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que j'ai fait quelque chose de mal, a dit doucement Adrien. Et je veux faire quelque chose pour y remédier. J'ai posé une tasse de thé devant lui et je me suis assise en face. Pourquoi es-tu venu, Adrien ? Oui, a-t-il hésité. J'ai besoin de ton aide, maman. Mon avocat dit que si tu témoignes en ma faveur, que tu dis que j'ai été influencé par Valérie et Pratt, qu'ils m'ont manipulé.
Tu me demandes de mentir sous serment? Non, c'est la vérité. Il a levé les yeux vers moi, suppliant. Je n'aurais jamais fait une chose pareille si ce n'était pas pour Valérie. Elle n'arrêtait pas de parler d'argent, de la facilité avec laquelle on pouvait en gagner avec quelques arrangements sur la paperasse. Et toi, un homme adulte, tu n'as pas su dire non. J'aurais pu, il a baissé les yeux. J'aurais dû. Mais, je voulais l'impressionner. Je voulais réussir à ses yeux. J'ai regardé mon fils et je l'ai vu comme le garçon à qui j'avais autrefois appris à distinguer le bien du mal. Où et quand m'étais-je trompé dans son éducation? Adrien, je ne mentirai pas pour toi, ai-je dit fermement. Je ne dirai que ce que je sais avec certitude. Comment tu m'as convaincu de céder la maison? Comment, toi et Valérie, vous m'avez progressivement poussé dehors? Comment vous m'avez finalement jeté à la rue? Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas fini, l'ai-je interrompu. Je dirai aussi que j'ai vu comment tu as hésité, comment tu as douté. Que peut-être tu as succombé à l'influence, mais que c'était quand même ta décision. Il a hoché la tête en silence, acceptant mes conditions. Merci, a-t-il murmuré. C'est plus que ce que je mérite. Où vis-tu maintenant? Ai-je demandé en changeant de sujet. Un motel à la périphérie de la ville, a-t-il grimacé. Tous les comptes sont gelés, et je n'ai presque plus d'argent. Valérie est allée vivre chez sa sœur. Elle sait que tu es là. Non, il a secoué la tête. On ne se parle plus beaucoup. Elle me reproche tout. Elle dit que je l'ai mise dans le pétrin. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. C'est typique de Valérie, de rejeter la faute sur les autres. Et toi? Tu lui en veux? Je m'en veux à moi-même, a dit doucement Adrien. D'avoir été faible, d'avoir été stupide, de t'avoir trahi, toi et tout ce que tu m'as appris. Il semblait vraiment repentant, mais je ne pouvais pas me résoudre à lui pardonner si facilement. Le souvenir de lui, debout, les yeux baissés, pendant que Valérie me criait de sortir était trop frais. Tu devrais y aller, ai-je dit en me levant de la table. Il se fait tard. Je peux rester, a-t-il demandé, incertain. Au moins pour la nuit. Le motel est bruyant et je ne dors pas beaucoup. Non, Adrien, ai-je dit fermement. Ce n'est plus ta maison et ce n'est pas encore la mienne. Techniquement, elle est sous saisie. J'ai le droit d'y vivre, mais pas toi. Il a hoché la tête en signe d'acceptation et s'est levé. Je comprends. Merci pour le thé. À la porte, il s'est retourné. Maman, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux que tu saches que je suis désolée pour tout. Je l'ai regardé s'éloigner, voûté, perdu, pas du tout comme l'homme arrogant qui m'avait mise à la porte. Une partie de moi voulait l'appeler, lui dire que tout irait bien, mais je me suis retenue. Certaines leçons doivent être apprises jusqu'au bout. Le 20e jour après le début de l'enquête, Valérie s'est présentée à ma porte. Contrairement à Adrien, elle avait l'air presque comme avant, soignée, avec un maquillage impeccable. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la colère, du désespoir, de la peur. « C'est vous », a-t-elle dit au lieu de me saluer. « C'est vous qui nous avez dénoncés. » J'ai croisé les bras sur ma poitrine, sans l'inviter à entrer. « Bonjour, Valérie. » Ne faites pas semblant, elle a plissé les yeux. Vous avez tout manigancé, n'est-ce pas? Rassembler des informations, nous espionner, puis vous avez couru voir la police. Pourquoi es-tu venu ici? Ai-je demandé calmement. Je voulais voir votre tête suffisante, a-t-elle souri. Suffisante? De ruiner la vie de votre fils? Adrien a ruiné sa propre vie, ai-je répondu. Avec ton aide, bien sûr. C'est un faible, a dit Valérie avec dédain. Il a craqué et a commencé à témoigner. Un traître. Il essaie de réparer ses erreurs. Des erreurs. Elle a ri. On était à 2 doigts de la vraie richesse. Encore quelques affaires et on serait parti d'ici. On aurait acheté une maison sur la côte, lancé notre propre business. Avec l'argent que vous avez gagné par la fraude, ai-je dit. Sur la souffrance des gens dont les maisons s'effondrent. C'est de leur faute, a dit Valérie. Ils n'avaient qu'à vérifier ce qu'ils achetaient. Ce n'est pas notre problème s'ils signent les papiers les yeux fermés. Je l'ai regardé et je me suis demandé comment mon fils avait pu tomber amoureux d'une femme pareille. Belle à l'extérieur, mais laide à l'intérieur. Je suis venue vous dire que vous allez le regretter, a poursuivi Valérie. Vous croyez que vous avez gagné? Que vous allez récupérer votre précieuse maison? Non, la vieille.
Je m'assurerai que ça n'arrive pas. Tu me menaces? J'ai haussé un sourcil. Ce n'est pas une bonne idée, vu ta situation. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse, elle a fait un pas vers moi. Je vais engager les meilleurs avocats. Je dirai que je ne savais rien de la fraude. Que c'était tout Adrien. Que vous m'avez calomnié par vengeance. Essaie. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je lui ai montré l'écran. Tu vois, j'enregistre notre conversation. Chaque mot que tu as dit. Et ça partira à l'inspecteur Breton dès que tu seras parti. Valérie a pâli, mais s'est vite reprise. Tu crois que tu m'as fait peur? Je me fiche de tes enregistrements. C'est ta parole contre la mienne. Pas seulement ma parole. Je suis retournée dans la maison et je suis revenue une minute plus tard avec un dossier. Tiens, jette un œil. J'ai ouvert le dossier et je lui ai montré des copies des documents, les mêmes que Corinne et moi avions collectés pendant des semaines. Des rapports avec les notes d'Adrien, des contrats avec des expertises gonflées, et surtout, un contrat de prêt avec ma signature falsifiée. Tu reconnais l'écriture? Ai-je demandé en montrant la signature. Les experts ont déjà confirmé que ce n'est pas la mienne. Et tu sais ce qui est intéressant? Ce n'est pas non plus l'écriture d'Adrien. C'est ta contrefaçon, Valérie. Elle a regardé les documents, et j'ai pu voir son expression changer, de la confiance à la confusion, de la confusion à la peur. Où as-tu? Comment as-tu? 30 ans de paperasse, j'ai haussé les épaules. Je sais comment trouver les bons documents et faire des copies. Valérie s'est redressée brusquement. Ça ne prouve rien. C'est déjà prouvé, ai-je dit calmement. Pratt a témoigné. Adrien a témoigné. Les autres membres du système ont commencé à parler aussi. Tu es la seule à continuer de nier l'évidence. Je n'ai rien signé, s'est-elle exclamée. C'était Adrien. C'est lui qui a lancé le système. C'est lui qui a falsifié les signatures. Il m'a convaincu que c'était légitime. Valérie, j'ai secoué la tête. Même maintenant, tu continues de mentir. Pas à moi, à toi-même. Admets-le pour une fois dans ta vie. Tu as fait une erreur. Une terrible erreur qui pourrait te coûter ta liberté. Va te faire voir, a-t-elle sifflé. Tu ne sais rien de moi, de ma vie. Tu es juste jalouse que je sois jeune, que je sois belle, que ton fils m'ait choisi moi, et pas de te dorloter, toi. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti ni colère ni ressentiment, seulement une profonde déception. Bonne chance au tribunal, Valérie, ai-je dit en fermant la porte. Tu en auras besoin. Le 21e jour a apporté le dénouement. Breton m'a appelé le matin avec la nouvelle. Valérie Paradis a été arrêtée alors qu'elle tentait de quitter le pays. Elle a essayé de prendre un avion pour le Mexique avec un faux passeport. Oh mon Dieu, ai-je expiré. Et maintenant? Maintenant, elle va être accusée de tentative de fuite. Je pouvais entendre la satisfaction dans la voix de Breton. Il n'y avait aucune chance qu'elle obtienne un sursis. Je suis restée assise sur la véranda pendant un long moment après avoir parlé à Breton, regardant le vent jouer avec les feuilles mortes dans le jardin. C'était un sentiment étrange, comme si toute une étape de ma vie s'était terminée. Un livre que je lisais depuis des années s'était refermé. Corinne et Paul sont arrivés le soir avec du vin, de la nourriture et des nouvelles. Tous les journaux locaux parlent de Valérie, a dit Corinne en posant la nourriture sur la table de la cuisine. Sa photo est en première page. Et Adrien? Ai-je demandé. Son avocat a négocié un accord, a répondu Paul. 5 ans de sursis, des travaux d'intérêt général, une amende et, bien sûr, une disqualification totale en tant que contrôleur. Ça aurait pu être pire, ai-je fait remarquer. Bien pire, a hoché la tête Paul. S'il n'y avait pas eu sa coopération avec l'enquête, il aurait certainement eu une peine de prison ferme. Nous nous sommes assis autour de la table, buvant du vin et parlant de tout sauf de ce qui s'était passé. C'était le soir d'une nouvelle vie, et je ne voulais pas le gâcher avec des souvenirs de trahison. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a demandé Corinne quand nous sommes sortis sur le porche pour regarder les étoiles. « Tu vas rester dans la maison ?» Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je dois d'abord attendre la décision finale du tribunal sur le titre de propriété. Ce sera en ta faveur, a dit Paul avec confiance. J'ai parlé au juge officieusement. Elle pense que l'acte de donation de la maison a été fait sous la contrainte et en violation de la procédure, plus la signature falsifiée sur le contrat de prêt. Tout cela rend l'accord nul et non avenu. Ce serait bien, j'ai soupiré.
Parfois, je pense que ce serait peut-être plus facile de tout recommencer, de vendre la maison, d'acheter quelque chose de nouveau, sans les souvenirs difficiles. C'est à toi de voir, Corinne a haussé les épaules. Mais cette maison fait partie de ta vie. Pas seulement les derniers mois, mais 30 années heureuses avec Thomas. Elle avait raison. La maison ne contenait pas seulement la douleur de la trahison, mais aussi la joie de l'amour, la chaleur d'un foyer familial, les rires du petit Adrien, le confort des soirées avec Thomas. Y renoncer, ce serait renoncer aussi à ses souvenirs. Un mois a passé. Le tribunal a statué que la maison m'était restituée en tant que propriétaire légitime. L'acte de donation à Adrien a été invalidé en raison d'irrégularités dans sa conclusion. Le prêt sur la maison était à la charge d'Adrien. Il devrait le rembourser au fil des ans, même s'il ne possédait plus la maison. Valérie a été condamnée à 3 ans de prison ferme pour fraude, faux et usage de faux, et tentative de fuite. Adrien, conformément à un accord de plaidé coupable, a évité la prison, mais a été condamné à 5 ans de sursis et 1000 heures de travaux d'intérêt général. Renaud Weiss, le cerveau de l'opération, a écopé de 10 ans de prison de haute sécurité. Son empire s'est effondré, ses biens ont été confisqués, et il est passé d'homme d'affaires respecté à fraudeur condamné. J'ai quitté mon emploi chez Hubert et Associés. 30 ans, c'était assez, et maintenant je voulais consacrer du temps à moi-même, lire des livres que j'avais reportés pendant des années, voyager, simplement profiter de la vie. J'ai décidé de garder la maison. J'ai engagé une équipe de rénovateurs qui ont enlevé toutes les traces de la rénovation moderne de Valérie et ont redonné à l'intérieur l'aspect que Thomas et moi avions créé ensemble. La vieille commode était de retour à sa place dans le salon. Les photos de famille sur les murs, les livres sur les étagères. Adrien est venu 2 fois. La première fois pour récupérer le reste de ses affaires, la seconde pour s'excuser. Il se tenait sur le seuil, pâle et hagard, mais avec les yeux clairs d'un homme qui s'était enfin vu tel qu'il était. « Je ne viens pas m'excuser, maman, a-t-il dit. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste dire que je réalise ce que j'ai fait, et que je vais passer le reste de ma vie à essayer de le réparer. Je ne l'ai pas invité à entrer. Ce n'était pas encore le moment. Les blessures étaient trop fraîches, la confiance trop fragile. Mais je ne lui ai pas claqué la porte au nez. Bonne chance, Adrien, ai-je dit. J'espère que tu as vraiment appris ta leçon. Oui, a-t-il dit doucement. Merci de m'avoir empêché de ruiner d'autres vies. Il est parti et je suis restée dans ma maison avec mes souvenirs, avec ma nouvelle vie. Le soir, je m'assieds souvent sur la véranda avec une tasse de thé, regardant le soleil se coucher à l'horizon. Parfois, Corinne et Paul viennent me voir. Mes vrais amis qui m'ont soutenue dans les moments difficiles. Nous parlons de l'avenir, de projets, de livres, de voyages, jamais du passé. Mes roses fleurissent de nouveau dans le jardin. Je leur ai redonné leur forme d'antan, je les ai taillées comme Thomas me l'avait appris il y a des années. Elles sont fortes. Elles ont survécu au gel, à une taille maladroite et à la négligence. Et moi aussi. Parfois, dans le calme du soir, je pense à la façon étrange dont la vie fonctionne. Il m'a fallu tout perdre, ma maison, ma famille, ma confiance en l'avenir, pour me trouver vraiment, pour réaliser que je suis plus forte que je ne le pensais, que je peux me défendre et défendre la vérité, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, si Adrien parviendra à se racheter. Reviendra-t-il un jour dans ma vie en tant que fils, et non comme un rappel de la trahison? Trouverai-je la force de lui pardonner vraiment? Mais je sais une chose. Je ne suis plus une victime. Pas une vieille femme sans défense qu'on peut chasser de sa propre maison, tromper, utiliser. Je suis Mireille Paradis, une femme qui connaît la valeur des papiers, des mots et des promesses. Qui sait se battre et gagner. Et cette épreuve en valait la peine.